Je me tenais près du bord de la salle de bal, lorsque tout a commencé à se déliter. Les lustres au-dessus de nous brillaient d'une lueur dorée et chaleureuse, ce genre de lumière qui donne à toute chose une apparence plus douce que la réalité. Dehors, la neige se pressait contre les fenêtres en vagues lentes, assourdissant le monde. À l'intérieur, l'orchestre jouait une mélodie douce et ancienne, et chaque invité semblait vêtu de nuances de vert profond et d'argent. C'était censé être une célébration de Noël parfaite. Mon père venait d'être promu PDG d'une entreprise manufacturière de taille moyenne, dans le nord du Michigan, et ce dîner était sa grande soirée. Pour quiconque m'écoute, dites-moi ce que vous faites en ce moment. Êtes-vous en train de conduire, de cuisiner, de vous reposer, de tricoter, de plier du linge? J'aime toujours savoir où se trouvent les gens lorsqu'ils laissent des histoires comme celle-ci les trouver. Quant à moi, cette nuit-là, je me tenais dans une pièce remplie de 200 personnes, essayant de calmer ma respiration. Je m'appelle Amy Henderson. J'avais 34 ans cet hiver-là. J'avais conduit 3 heures sous une légère neige, depuis l'hôpital où je travaillais, car je m'étais dit qu'il était important d'être là pour mon père. J'avais même acheté une robe qui ne me plaisait pas vraiment, une robe bleu marine foncée qui me semblait à la fois trop et pas assez formelle, mais c'était la seule chose dans ma garde-robe qui ne ressemblait ni à une blouse d'hôpital, ni à un jean. Je voulais que la soirée se passe bien. Je voulais la paix. J'aurais dû m'en douter. Papa se leva de sa place à la table d'honneur, avec l'assurance d'un homme convaincu que toute la salle avait été construite pour l'admirer. Les gens cessèrent de parler. Les verres s'immobilisèrent. Il tapota le côté de son verre à eau avec une fourchette, et le léger tintement attira tous les regards vers lui. Il sourit, un sourire large et plein d'autosatisfaction. Je connaissais ce sourire, j'avais grandi sous son ombre. Il commença par remercier tout le monde d'être venu. Il parla de travail acharné, de longues nuits, et de sa fierté d'atteindre enfin un poste qu'il estimait mérité depuis des années. Les gens applaudirent. Il leva les mains pour les faire taire, savourant l'instant un peu trop. Puis, il tourna son regard vers moi, et je sentis mon estomac se nouer. Celle-ci, juste là, a-t-il dit, assez fort pour couvrir la musique, c'est ma fille paresseuse et grosse. Les rires fusèrent, vifs, stridents, résonnant contre le cristal et les parquets cirés. Certaines personnes semblaient mal à l'aise, mais elles rirent quand même, car c'est ce que font les gens quand ils veulent rester du bon côté du pouvoir. D'autres rirent parce qu'ils pensaient qu'ils plaisantaient. Mon visage s'est échauffé si vite que j'ai eu l'impression d'entrer dans un four. J'ai gardé les épaules droites, la respiration régulière. J'avais appris, des années auparavant, à ne lui donner aucune réaction qu'il pourrait utiliser plus tard. Papa continua. Il aimait l'attention comme certains hommes aiment le bourbon. Il raconta que j'avais toujours été lente, que je mangeais trop à Noël quand j'étais enfant, qu'il me taquinait sur le fait que j'avais besoin d'une chaise à part lors des barbecues familiaux. La foule rugit de rire. Mes paumes me brûlaient à force de les serrer. De l'autre côté de la salle, j'aperçus un homme qui me regardait. Cheveux châtain clair, épaules larges, vêtu d'un simple costume noir qui, d'une manière ou d'une autre, semblait plus digne que tout le reste dans la pièce. Son expression était posée, sérieuse, presque protectrice. Il me semblait familier, mais je ne pouvais pas me souvenir de qui il était. Alors, j'ai détourné le regard, avant de comprendre pourquoi cela me troublait. Papa leva de nouveau son verre de vin, toujours souriant, lorsque son téléphone se mit à sonner, un tri soudain et clair perçant les rires. Il fronça les sourcils en regardant l'écran. L'appareil était connecté à sa montre intelligente, et sa douce lumière illumina son visage. Il répondit avec ce ton jovial et étudié qui était le sien. « Oui, monsieur. Joyeux Noël à vous aussi. » Puis, quelque chose dans sa posture changea. Son sourire vacilla. Ses épaules se raidirent, et la salle se tut, comme si elle avait senti le changement avant nous tous. La voix à l'autre bout du fil a dû poser une question, car papa balaya la pièce du regard, cherchant. Son volume augmenta sans qu'il s'en rende compte. « Amy Henderson ? Présente ce soir ? Est-elle ici ?» Les invités commencèrent à tourner la tête. L'homme en costume noir se tourna également. Papa déglutit difficilement. « Ma fille Amy ? Elle a 34 ans, les cheveux châtain clairs. Un peu en surpoids. Êtes-vous sûr que cette Amy est votre invitée VIP ?» Les mots s'échappèrent de sa bouche, assez fort pour que la moitié de la salle les entende. Ils restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée, lourds, tenaces.
Les rires qui avaient rempli la pièce quelques secondes plus tôt s'évanouirent. Un silence glacial envahit la salle, si complet que je pouvais entendre le léger déclic de quelqu'un ajustant son bracelet à proximité. Toutes les têtes se tournèrent vers moi, 200 paires d'yeux, certaines écarquillées, d'autres confuses, d'autres encore coupables. Papa cligna des yeux rapidement, regardant de moi à son téléphone, comme si l'appareil l'avait trahi. Son visage se vida de sa couleur si vite que cela me rappela la neige fondant sur l'asphalte chaud. Il porta le verre de vin à ses lèvres d'une main tremblante, essayant de paraître maître de lui, mais ses nerfs le trahirent. Il s'étouffa avec sa gorgée, une toux sèche, puis une autre. Le vin a giclé en un arc sombre sur la nappe en lin blanc. Les gens sursautèrent. Des chaises grincèrent en reculant. Quelqu'un murmura mon nom. Je restai là, figé, mon cœur battant si fort qu'il couvrait le son de l'orchestre. Je ne comprenais pas pourquoi le président de l'entreprise de mon père connaîtrait mon nom. Je ne comprenais pas pourquoi il m'appellerait une VIP. Mais quelque chose, au plus profond de moi, savait que ce moment n'était que le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui avait été mis en branle bien avant cette nuit. Je regardais mon père me fixer avec des yeux remplis de panique, et je sentis le sol se dérober sous nous, comme si la vérité qu'il avait enterrée pendant des années était enfin en train de remonter à la surface. Je ne savais pas encore comment ni pourquoi. Je savais seulement que tout était sur le point de changer. Et c'est là que la nuit a vraiment commencé, même si la véritable histoire avait débuté des semaines plus tôt, dans une pièce très différente, et avec un éclairage tout autre. C'était début décembre à Lakeshore Régional, l'hôpital où je travaillais comme chirurgienne traumatologue, dans l'ouest du Michigan. La première vraie tempête de neige de la saison soufflait de côté contre la fenêtre des urgences, et tout le bâtiment donnait l'impression d'un navire luttant contre le vent. J'étais de garde pour la nuit, déjà fatigué d'un long service, lorsque l'infirmière en chef s'est précipitée vers moi avec ce regard que j'avais appris à reconnaître, celui qui signifiait que quelque chose de grave allait franchir les portes. « Transport militaire en route depuis Caen-Héron », a-t-elle dit, essoufflée, les yeux vifs. Homme, début de la trentaine, blessure par explosion, tension artérielle basse. Ils avaient appelé à l'avance. Il était en train de sombrer. Mon cerveau bascula dans ce calme étrange qu'il trouve toujours lorsque tout le reste devient chaotique. Très bien, m'entendis-je dire. Préparons une salle. Apportons du sang. Rassemblons l'équipe. Nous nous sommes déplacés comme une seule unité, bien rodée. Les infirmières vérifièrent les ventilateurs et préparèrent les trousses stériles. L'anesthésiste fut appelé de la salle de repos. Les techniciens firent rouler les moniteurs et les chariots d'urgence jusqu'au box de traumatologie 1. Je me suis lavé les mains au lavabo chirurgical, sentant l'eau chaude et la piqûre du savon antiseptique sur ma peau. Et pendant un instant, j'ai laissé mon front reposer contre le métal froid du distributeur. Il y a une pensée silencieuse que je n'exprime jamais à voix haute, celle qui murmure chaque fois que nous nous préparons ainsi, s'il vous plaît, faites que je sois à la hauteur pour celui-ci. Les portes de la baie des ambulances s'ouvrirent brusquement, avec une bourrasque d'air froid et le bruit de roues grinçantes. 2 secouristes en uniforme sombre poussèrent un brancard, le plastique cliquetant, les poches de liquide se balançant. Dessus gisait un homme, pâle comme du papier sous les dures lumières fluorescentes, sa poitrine se soulevant rapidement et de manière superficielle. Ses cheveux étaient châtain clair, presque blonds là où la lumière les attrapait, coupés courts sur les côtés, à la manière des soldats. Sa chemise avait été découpée, et son abdomen était enveloppé de bandages imbibés de sang. Pression à 80/40, débita un secouriste. Fréquence cardiaque à 140. Éclat d'obus sur le côté droit. Hémorragie non contrôlée. Il a reçu 4 unités pendant le transport. On perd la voie veineuse. Nous l'avons glissé sur notre lit, les moniteurs se clipsant sur sa peau, la pièce se remplissant de ce bip régulier qui semble toujours trop fort quand quelqu'un est si proche de la fin. J'ai pressé mes doigts contre son cou et j'ai senti un pouls rapide et filant. « Restez avec moi », ai-je dit en me penchant sur lui. « Je suis le docteur Henderson. Nous allons nous occuper de vous. » Ses paupières ont vacillé. Pendant une seconde, des yeux noisettes ont croisé les miens, vitreux de douleur, mais toujours vivants. Il a essayé de dire quelque chose, mais cela n'est sorti que comme une expiration rauque. Nous n'avons pas le temps d'attendre d'autres scanners, ai-je dit calmement à l'anesthésiste. Il se vide de son sang. Nous allons au bloc opératoire, tout de suite. Il y a des moments, dans ce métier, où les secondes deviennent une monnaie que l'on sent nous glisser entre les doigts. C'en était un.
Nous avons poussé le lit dans le couloir, les roues cognant sur les joints du sol, les néons clignotant au-dessus de nous. Quelqu'un a crié pour l'ascenseur. Une autre voix a appelé le bloc opératoire pour dire que nous arrivions. Au bloc, tout est devenu plus net, masque, calot, mains gantées. L'odeur d'antiseptique était plus forte, presque métallique. L'infirmière comptait les instruments d'une voix posée, un rituel qui nous ancrait tous. L'anesthésiste ajustait les tubes, son visage sérieux derrière son masque. L'alarme du moniteur s'est adoucie alors que nous le stabilisions assez pour inciser. Prête, ai-je dit, plus pour moi-même que pour quiconque. Voyons ce que nous avons là. La première incision, c'est toujours comme sauter d'une falaise. Une fois que vous la faites, vous êtes engagé. Nous l'avons ouvert, et le problème était exactement ce que je craignais, une hémorragie interne, de multiples sources. Des éclats d'obus avaient déchiré des zones qui n'aiment pas être dérangées. Pendant une seconde, tout devant moi s'est brouillé en un rouge indistinct. Puis, la formation et des années de nuit comme celle-ci ont pris le dessus. Pince ici. Aspiration là. Compresse. Plus de lumière. J'entendais ma propre voix, basse et régulière, donner des instructions. L'infirmière instrumentiste se déplaçait comme si elle lisait dans mes pensées, plaçant les instruments dans ma main avant même que j'aie fini de les demander. Le temps est devenu une chose étrangement élastique, s'étirant et se rétractant, marqué seulement par les douces mises à jour de l'anesthésiste, la pression remonte un peu. Il tient bon. Le rythme cardiaque ralentit. Il est toujours avec nous. Nous avons maîtrisé une hémorragie, puis une autre, et encore une autre. Je travaillais avec des mouvements précis et prudents. Chaque structure, dans cette partie du corps, vit trop près de quelque chose de vital. Une mauvaise coupe, et il ne quitterait pas cette table. Il y a eu un moment où j'ai cru que nous le perdions. La ligne sur le moniteur a chuté, le bip s'est accéléré, et sa peau a pris cette teinte grise qui fait que votre propre cœur rate un battement. J'ai senti la sueur couler le long de ma colonne vertébrale, sous ma blouse. « Reste avec moi », ai-je murmuré, sans même savoir si je l'avais dit à voix haute ou seulement dans ma tête. Cela a semblé durer des heures, mais c'était plus proche de 3. Enfin, l'hémorragie a ralenti. Le champ opératoire s'est éclairci. Nous avons réparé ce que nous pouvions, nettoyé ce que nous ne pouvions pas sauver, et refermé en couches soignées. Quand nous nous sommes finalement reculés, ces constantes n'étaient pas parfaites, mais elles étaient stables. On va l'emmener en soins intensifs, ai-je dit. Laissez-le se reposer. On verra s'il a envie de rester. Cela semble désinvolte, dit comme ça, mais dans mon cœur, je le pensais vraiment. Parfois, c'est le corps qui fait le travail, parfois, c'est l'esprit. Plus tard, dans le couloir à l'extérieur du bloc, j'ai étudié son dossier. Son nom était Ethan Cole, début de la trentaine, capitaine de l'armée. Transféré de Camp Héron après un incident d'entraînement. La personne à contacter en cas d'urgence portait le même nom de famille. Aucun autre détail. Il y avait une petite note, marquée en rouge, qui disait « Le commandement assurera un suivi en personne ». Il était donc important pour quelqu'un. Ils le sont tous, bien sûr. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont cette note était rédigée qui m'a fait marquer une pause. Le lendemain, après ma tournée, je me suis arrêté aux soins intensifs pour le voir. La chambre était sombre, les moniteurs bourdonnant doucement, des tubes et des fils partant de ses bras et de sa poitrine. Ses yeux étaient fermés, son visage moins pâle que la nuit précédente. Je suis resté là un moment, écoutant le souffle rythmé du ventilateur, le bip régulier du moniteur cardiaque. Tu as fait ta part, ai-je pensé. Le reste dépend de lui, maintenant. Une infirmière est entrée, m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé le dossier. Vous l'avez ramené de loin, a-t-elle dit doucement. Le commandement a déjà appelé 2 fois. Ils veulent savoir quand ils pourront parler au chirurgien. Dites-leur qu'il est stable pour le moment, ai-je répondu. Et dites-leur que je préfère ne pas être sur les photos. Elle a souri. Vous et votre manie de l'héroïne anonyme, Dr Henderson. J'ai haussé les épaules. Mais à l'intérieur, je ressentais un étrange mélange de fierté et de malaise. Je ne suis pas devenue chirurgienne pour les plaques commémoratives ou les articles de journaux. Je le suis devenu parce que je comprenais ce que c'était que de se sentir impuissant, et je ne voulais plus jamais ressentir ça. 2 jours plus tard, Ethan a été extubé. J'étais en tournée l'après-midi quand j'ai vu ses yeux s'ouvrir complètement pour la première fois, clairs et concentrés.
Il y avait des cernes sous eux, mais il y avait de la vie là, forte et tenace. « Comment vous sentez-vous » ai-je demandé en m'approchant de son lit. Comme si un camion m'avait percuté, puis avait fait marche arrière, a-t-il dit d'une voix rauque. Sa voix était éraillée, mais il y avait une petite pointe d'humour. « Ça veut dire qu'on a bien fait notre travail » ai-je dit. « Vous allez vous en sortir, capitaine Cole. Mais la route sera longue. » Il m'a étudié un moment, comme s'il essayait de relier mon visage masqué du bloc opératoire à la personne qui se tenait devant lui maintenant. Son regard s'est posé sur mes yeux, et j'ai pu en sentir le poids. « C'est vous, la chirurgienne » a-t-il dit lentement. « Oui, c'est moi. » Il a dégluti, sa gorge travaillant contre la sécheresse. « Merci. » Ces deux mots sont sortis doucement, mais ils m'ont frappé plus fort que la plupart des applaudissements que j'ai jamais entendus. J'ai hoché la tête, sentant ma propre poitrine se serrer. « Reposez-vous. Concentrez-vous sur votre respiration et votre guérison. C'est votre travail, maintenant. » Il a esquissé un petit sourire fatigué. « Je me souviendrai de votre visage » a-t-il murmuré, ses paupières s'abaissant déjà. « Je n'ai pas fini de vous remercier. » J'ai quitté la chambre avant qu'il ne puisse voir à quel point cela m'avait secoué. Plus tard cette semaine-là, un représentant de la base a appelé, demandant si nous pouvions organiser une petite photo pour leur bulletin interne, quelque chose pour honorer l'équipe médicale. Je leur ai dit non. Ils pouvaient avoir une photo de groupe de l'unité s'ils le voulaient, mais pas mon nom seul. L'aspect public ne m'a jamais convenu. Dans le calme du vestiaire cette nuit-là, en enfilant mon jean et mon pull, j'ai repensé aux yeux d'Ethan quand il a dit qu'il se souviendrait de mon visage. J'ai balayé cela d'un revers de la main, comme une simple expression de gratitude. Mais une petite voix en moi se demandait si nos chemins étaient destinés à se croiser à nouveau. Je n'avais alors aucune idée à quel point son histoire allait s'entremêler à la mienne, ni comment cette seule nuit au bloc opératoire allait me suivre jusqu'à une salle de bal scintillante à Noël, et au moment où le monde de mon père s'est fissuré devant tout le monde. Je n'ai pas beaucoup dormi après cette nuit aux soins intensifs. Même quand je fermais les yeux, je pouvais encore voir le visage d'Ethan au moment où il a réalisé qu'il était en vie. Il y avait quelque chose de posé dans la façon dont il m'avait regardé reconnaissant, clair, comme s'il s'était ancré au son de ma voix. Je me suis secoué plus d'une fois, me disant que j'étais fatigué et que j'imaginais des choses, mais le souvenir est resté. Chaque fois que je passais dans le couloir près de sa chambre, je sentais une petite tension dans ma poitrine, que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Quelques jours plus tard, après une de mes tournées matinales, j'ai été appelé au bureau administratif par le chef de notre service. Je m'attendais à de la paperasse ou au résumé habituel des cas de traumatologie, mais dès que je suis entré, l'atmosphère était différente. Deux coordinatrices de l'hôpital se tenaient à côté du bureau, l'une d'elles tenant une courte liste imprimée sur du papier à en-tête dorée. Dans le coin supérieur, il y avait le nom de l'entreprise de mon père, Great Lake Industries. La coordinatrice m'a dit que quelqu'un de leur bureau de direction avait appelé plus tôt. La femme ne connaissait pas les détails, seulement qu'un représentant du président lui-même avait fait une demande. Il voulait qu'un nom soit ajouté à une prochaine liste d'invités, une liste VIP pour être exact. La coordinatrice m'a tendu la feuille, et mes yeux sont tombés sur quelque chose qui m'a fait cligner des yeux, mon nom, Amy Henderson, 34 ans, marqué comme « invité spécial ». J'ai demandé pourquoi diable il voudrait de moi sur une liste d'invités pour un événement festif, dans une entreprise où je n'avais aucun rôle. La coordinatrice a dit que l'interlocuteur avait été très ferme, mais poli. Les instructions étaient simples, ajoutez son nom. Ne posez pas de questions. Assurez-vous qu'elle reçoive l'invitation privée. Quand quelqu'un avait demandé mon titre pour l'écrire correctement, le bureau du président avait simplement dit d'utiliser le titre que j'indique normalement dans tout cadre professionnel. Cette partie m'a fait rire sous cap. Je n'avais jamais aimé attirer l'attention sur moi, alors sur la plupart des documents non médicaux, j'écrivais quelque chose de vague, comme « consultante » ou « personnel médical », des termes que les gens remarquent à peine. Personne, dans l'entreprise de mon père, n'aurait fait le lien. C'était exactement comme ça que je préférais. Je suis sorti du bureau, la liste résonnant encore dans ma tête. Il ne m'est pas venu à l'esprit que le président de l'entreprise de mon père pouvait savoir exactement qui j'étais. Il ne m'est pas venu à l'esprit qu'il m'avait cherché, discrètement, depuis que son fils était arrivé à notre hôpital. J'avais supposé que le dossier d'Ethan serait examiné par sa base et sa famille, mais je n'avais jamais imaginé que l'homme dirigeant l'un des plus grands employeurs de la région s'intéresserait à moi.
C'est un jeudi après-midi que la vérité a commencé à se dessiner. Je venais de finir de vérifier des notes post-opératoires lorsque l'opérateur de l'hôpital m'a informé qu'un appel était arrivé du siège de Great Lac Industries. L'interlocuteur n'a posé qu'une seule question, le docteur Henderson est-elle disponible pour un message? L'opérateur leur avait dit que j'étais avec un patient. Ils n'ont laissé aucun autre détail. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. J'ai essayé de l'ignorer. La semaine avait été longue, peut-être que j'interprétais trop les choses. Le lendemain, alors que j'examinais des scanners dans le service de radiologie, un autre appel est arrivé. Cette fois, il a été plus court. L'assistant du président voulait confirmer que j'avais bien reçu l'avis VIP pour l'événement de Noël. L'assistant a déclaré que le président transmettait ses remerciements personnels. C'était tout. Aucune autre information. Aucune explication sur la raison pour laquelle un homme comme lui prendrait le temps de remercier quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Je suis resté dans le couloir un long moment après cet appel, le téléphone encore chaud contre mon oreille. Un étrange mélange de confusion et de malaise m'a envahi. Je travaillais à Lakeshore Régional depuis des années. J'avais vu des familles exprimer leur gratitude de toutes sortes de manières, des cartes, des fleurs, une poignée de main dans le hall. Mais une invitation VIP privée à une célébration d'entreprise, c'était tout à fait différent. Ce n'est qu'une semaine plus tard que tout s'est éclairci. Je venais de terminer mon service et je rassemblais mes affaires, lorsqu'un message est arrivé d'une adresse email militaire restreinte. Il était court et formel, du genre qui utilise un langage prudent sans trop en révéler. Il m'informait que le capitaine Ethan Cole avait été transféré dans une unité de rééducation, plus proche de sa base. À la fin du message, il y avait une seule ligne qui m'a fait m'asseoir sur le banc, à l'extérieur du vestiaire, le président a été informé que le médecin qui a sauvé la vie de son fils sera présent à la célébration de Noël de l'entreprise. J'ai lu cette phrase 3 fois. Mon pouce est soudainement fait plus fort, battant dans ma gorge. C'était la première fois que l'on me disait explicitement que l'homme qu'Ethan avait désigné comme personne à contacter n'était pas seulement de sa famille, mais le président même de l'entreprise où mon père travaillait depuis plus de 20 ans. Je me suis senti étourdi, comme si le sol s'était incliné. L'email continuait, le capitaine Cole a également été prévenu. Il a exprimé son intention d'assister à l'événement. Les mots « intention d'assister » ont fait naître en moi un sentiment à la fois doux et tordu. Ethan avait été reconnaissant à l'hôpital, oui, mais c'était quelque chose de plus, un but, une décision délibérée. Il voulait me revoir. Pas en blouse d'hôpital, ni sous les lumières du bloc, mais en tant que personne, en tant que la femme qui s'était tenue au-dessus de lui dans ce moment sombre, entre la vie et la mort. Je me suis assise là, les coudes posés sur mes genoux, mes mains couvrant ma bouche, tandis que le bourdonnement de l'hôpital autour de moi s'estompait en un flou lointain. Dans le silence de ce vestiaire, avec le carrelage froid sous mes pieds et la légère odeur d'antiseptique s'accrochant encore à mes vêtements, j'ai enfin compris pourquoi mon nom avait été placé sur une liste que je n'avais jamais demandé à rejoindre. Le président voulait me remercier en personne. Peut-être en privé, peut-être en public, je ne savais pas. Et il voulait qu'Ethan ait la chance de me rencontrer à nouveau, dans un monde en dehors du traumatisme et de la peur. Un léger coup à la porte ouverte m'a ramené au présent. Une infirmière a passé la tête et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai secoué la tête, mais ma voix n'est pas venue tout de suite. Mon esprit tournait encore, assemblant chaque petit détail, réalisant à quel point les ondes de cette nuit au bloc opératoire s'étaient propagées. Sur le parking, je me suis assise dans ma voiture, le chauffage soufflant de l'air chaud sur mes mains. Le ciel prenait une teinte bleu fumé, celle qui précède l'obscurité de l'hiver. J'ai regardé les flocons de neige dériver, capturés par le faisceau du lampadaire, et j'ai senti une pression dans ma poitrine, quelque chose comme de l'anticipation mêlée d'effroi. Je n'avais rien dit à mon père de l'opération, ni d'Ethan, ni des tentatives du président pour me joindre. Je n'avais aucune intention de lui en parler. Après des années à être ignoré, moqué, et encore ignoré, partager mes réussites avec lui ressemblait moins à une conversation qu'à jeter des mots dans un puits. Mais maintenant, mon nom était imprimé sur une liste que mon père verrait, une liste VIP. Pour un homme qui me remarquait à peine les bonjours, cela allait soulever des questions auxquelles je n'étais pas préparé à répondre. J'ai laissé le moteur tourner, mes doigts enroulés lâchement autour du volant. Je me suis dit que tout irait bien, qu'il ne le remarquerait même pas, que je pourrais me faufiler discrètement à l'événement, entrer et sortir, peut-être saluer un instant le président, peut-être serrer la main d'Ethan, peut-être les remercier pour l'invitation, et rien de plus. À ce moment-là,
je croyais encore que la nuit se passerait sans que personne ne me prête beaucoup d'attention. Je ne comprenais pas encore à quel point je me trompais. Je suis restée assise dans la voiture, me répétant que tout irait bien, que papa remarquerait à peine mon nom, niché quelque part sur une liste qu'il ne prendrait probablement même pas la peine de lire. Mais plus je fixais le pare-brise, regardant la neige dériver à travers les lumières du parking, plus une vieille lourdeur familière s'insinuait en moi. Elle s'installait derrière mes côtes, comme le font parfois les souvenirs d'enfance, sans y être invité, et avec des bords tranchants. La vérité, c'est que les soirées comme celle qui s'annonçait ne me rendaient pas nerveuse à cause de la foule, ou de la formalité, ou même du président lui-même. Elle me faisait peur, parce que chaque fois que je me trouvais près de mon père, des années de vieilles blessures refaisaient surface. Il en avait toujours été ainsi, et ni l'âge adulte, ni les diplômes, ni les titres n'avaient jamais vraiment atténué cela. Je me souviens, j'avais 8, peut-être 9 ans, et je me tenais devant l'église de Pinil dans ma plus belle robe. Maman m'avait coiffé d'une manière qu'elle jugeait festive, une petite barrette en forme d'étoile clipsée derrière mon oreille. J'en étais fier, jusqu'à ce que mon père me pince le bras, juste là, sur les marches de l'église. Je peux encore sentir la pression de ses doigts. Il s'est penché et a marmonné que je ne devrais pas prendre un deuxième beignet à la table de la collation, parce que, les gens parleraient. Les hommes à proximité ont ri comme si c'était intelligent, et les femmes ont détourné le visage comme s'il s'agissait de la météo. Je me suis dit qu'elle n'avait pas entendu, mais bien sûr que si. Tout le monde avait entendu. Maman s'est alors interposée, ajustant mon col comme si lisser le tissu pouvait cacher ce qui s'était passé. Elle m'a dit de filer lui garder une place à l'intérieur. J'ai obéi, même si ma gorge était trop serrée pour déglutir. Quand je me suis glissé sur le banc, les vitraux baignaient tout d'une lumière bleue, et je me souviens avoir pensé que peut-être Dieu ne pouvait pas me voir clairement sous cette lumière. Peut-être que c'était une bonne chose. Quelques années plus tard, papa a fait quelque chose de similaire au pique-nique familial, derrière la ferme de mon oncle. Je venais de plonger la main dans la glacière pour prendre une limonade, quand il a levé mon poignet devant tout le monde et a dit que je ne devrais toucher à rien de sucré si je voulais rentrer dans mes vêtements d'ici Thanksgiving. Les garçons ont ricané. Un de mes cousins plus âgés a donné un coup de coude à un autre, comme si c'était un sport. J'ai gardé un visage impassible, mais ma poitrine m'a brûlé tout au long de la course en sac qui a suivi. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans la baignoire, le robinet ouvert, espérant que le bruit couvrirait le son de mes pleurs. Mais maman m'a trouvé. Elle s'est assise sur le carrelage, le dos contre le meuble lavabo, et m'a parlé de gentillesse et de mesquinerie, et de la façon dont certaines personnes confondent l'une et l'autre. Elle a dit que j'étais bonne, forte, et plus brillante que je ne le pensais. Mais elle a aussi dit, avec ce regard fatigué dans les yeux, que mon père avait grandi dans une maison où la taquinerie était le seul langage qu'il avait appris. Elle a dit que je devais choisir ce que je croyais de moi-même. J'ai hoché la tête comme si je comprenais, même si j'étais trop jeune pour savoir ce que « choisir » signifiait. Quand j'ai eu 13 ans, papa a commencé à me comparer plus ouvertement à mon frère. Mon frère, qui avait 2 ans de plus, mince, bruyant et athlétique, ne pouvait rien faire de mal. Papa se vantait de ses trophées de baseball, de ses notes, de son charme. Au dîner, il pointait la purée dans mon assiette et me disait de ne pas forcer, sauf si je voulais ressembler à la dinde de Thanksgiving d'ici l'automne. Maman prenait la cuillère de service et le distrayait en lui posant des questions sur son travail, mais l'embarras s'était déjà insinué en moi. Je suis devenue attentive à la façon dont je tenais ma fourchette, dont je me levais de table, dont je m'asseyais. J'ai appris à respirer doucement, à bouger doucement, à être douce. Le pire est arrivé l'été de mes 15 ans, lors d'un match de softball de la Ligue de l'Église. J'avais frappé un double, ce qui était assez rare pour que même moi, j'en sois surprise. En atteignant la 2e base, j'ai entendu papa crier depuis les gradins que la seule raison pour laquelle j'étais allé si loin, c'est que les joueurs de champ avaient peur de se mettre sur mon chemin. Quelques personnes ont ri. Je me souviens avoir fixé la poussière sur mes crampons, souhaitant pouvoir y disparaître. Cette nuit-là, j'ai dit à maman que je ne voulais plus jouer. Elle a dit qu'elle comprenait. Elle m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais dans son sweatshirt, celui qui sentait la lavande et le café moulu. Elle a dit qu'un jour, j'aurais une vie où je n'aurais pas à me faire petite pour que les autres se sentent à l'aise. Mais papa n'a jamais changé. Au contraire, il a empiré quand je suis devenu adulte. Chaque réussite que j'obtenais semblait l'irriter au lieu de l'impressionner. Quand j'ai eu mon diplôme universitaire, il m'a demandé si la toge m'amincissait un peu.
Quand j'ai été accepté en médecine, il a dit que je serais trop sensible pour gérer de vraies urgences. Il m'a dit que je m'effondrerais la première fois que quelqu'un saignerait sur moi. Il a ri en le disant. Il riait toujours. Maman est décédée pendant mon internat. Après les funérailles, papa serrait des mains dans le hall de l'église comme s'il recevait des clients, pendant que je me tenais près du livre d'or, essayant de ne pas m'effondrer. Quand une voisine lui a demandé ce que je faisais, il lui a dit que je brassais des papiers dans un hôpital en essayant de ne pas m'évanouir. J'étais juste à côté de lui, et il n'a même pas hésité. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé que le silence était parfois la seule armure que j'avais. M'expliquer ne changeait jamais rien. Discuter ne faisait qu'empirer les choses. Alors, j'ai commencé à garder ma vie discrète autour de lui. Je lui disais des demi-vérités sur mon travail, choisissant des mots qui semblaient oubliables. Je n'ai jamais mentionné les procédures difficiles, les récompenses, ou les longues nuits aux urgences. Je cachais mes réussites comme d'autres cachent des bleus, non pas parce que j'en avais honte, mais parce que je ne voulais pas lui donner de munitions. Quand j'ai terminé ma spécialisation en chirurgie, il m'a demandé si j'avais enfin trouvé un poste stable, ou si je papillonnais encore, papillonnais, comme si des années d'études et de sacrifices n'étaient qu'un passe-temps occasionnel. J'ai dit que je travaillais avec une équipe médicale en ville. C'est tout. Il n'a pas demandé plus. Même après tout ce temps, une partie de moi espérait encore qu'il remarquerait quelque chose de bien en moi, quelque chose qui vaille la peine d'être reconnu. Mais cet espoir s'est estompé au fil des ans, comme une vieille radio devenant grésillante. J'ai appris à mettre de la distance entre nous, non pas physiquement, mais émotionnellement, une sorte de frontière invisible qui me maintenait stable. C'est peut-être pour ça que je ne lui ai jamais parlé de la nuit où j'ai opéré Ethan. C'était trop important, trop délicat, trop chargé de sens pour le confier à quelqu'un qui pourrait en faire une blague. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il rejette ce moment qui avait changé la vie d'Ethan, et la mienne. Alors, je l'ai gardé pour moi. Assise sur ce parking maintenant, le chauffage ronronnant doucement, j'ai senti ce vieil instinct se resserrer à nouveau en moi. Pas de la peur, exactement, plutôt une crispation, une préparation, sachant que papa avait le don de transformer n'importe quelle situation en quelque chose qui écorchait l'âme. Et une pensée m'a traversé avec une telle clarté que j'ai failli la dire à voix haute, c'est pour ça que tu caches ton travail. C'est pour ça que tu gardes ta vie à part. C'est pour ça que tu as appris à être discrète. Ma respiration a embué l'intérieur du pare-brise alors que je me murmurais que je pouvais gérer l'événement de Noël, que j'avais géré bien pire. Mais même alors que les mots quittaient ma bouche, un doute s'est insinué au fond de mon esprit. Car si papa avait la moindre idée de qui j'étais devenu, de ce que j'avais fait, ou du chemin que j'avais parcouru sans lui, il ne le célébrerait pas. Il l'utiliserait comme une autre raison de me rappeler tout ce qu'il croyait que je n'avais pas. J'ai serré le volant un peu plus fort, sentant cette vieille douleur familière s'installer, celle qui venait d'années à essayer d'être assez petite pour rester hors de sa ligne de mire. J'ai su alors que la nuit à venir avait plus de poids que je ne voulais l'admettre. J'ai su qu'entrer dans cette salle de bal réveillerait des choses que je pensais avoir dépassées. Mais je savais aussi que je n'étais plus la même fille qui avait pleuré dans la baignoire, ou fixé ses crampons poussiéreux, ou s'était cachée derrière sa mère sur les marches de l'église. Pourtant, le passé a une façon de vous attendre, même quand vous pensez l'avoir semé. Je suis resté assise un moment de plus, laissant le chauffage me réchauffer les mains, avant de finalement tourner la clé et de démarrer. Je m'étais trompé. C'est ce qui tournait en boucle dans ma tête alors que je me tenais dans cette salle de bal, l'odeur de vin renversé, de bœuf rôti et de centres de table floraux se mélangeant en quelque chose qui me retournait l'estomac. Pendant un battement de cœur, après que papa se soit étouffé avec sa boisson, il y eut un silence absolu. Puis le bruit a commencé à revenir, une chaise qui grince, une cuillère qui teinte contre un verre, un petit rire nerveux près du bar qui s'est éteint aussitôt. L'orchestre avait cessé de jouer sans que je m'en aperçoive, et l'absence soudaine de musique rendait chaque murmure plus fort. 200 personnes me regardaient, certaines avec une curiosité non dissimulée, d'autres avec une sorte de pitié à peine voilée, d'autres encore avec ce mélange particulier de suffisance et de surprise que l'on ne voit que lorsque quelqu'un qu'ils ont sous-estimé se révèle être important pour quelqu'un de plus puissant. Mon visage était brûlant, mais mes mains étaient devenues froides. J'avais l'étrange sensation que mon corps se tenait à un endroit, tandis que le reste de la pièce flottait à quelques centimètres de là. À notre table, ma tante Ruth poussa un petit hoquet scandalisé et pressa une serviette contre sa poitrine comme si elle était dans une pièce de théâtre. Elle se pencha vers mon frère et siffla quelque chose sur l'embarras de la situation,
comme si j'avais fait autre chose que d'exister sur la mauvaise chaise au mauvais moment. Mon frère garda les yeux sur son assiette. Il avait toujours su comment disparaître sans quitter la pièce. Papa tamponnait toujours frénétiquement la tache de vin sombre sur la nappe blanche, comme si effacer la tache pouvait effacer les mots qui venaient de sortir de sa bouche. Son visage était un étrange mélange de rouge et de pâle, comme si tout le sang de son corps avait soudainement oublié où il devait aller. Il ne me regardait pas. Il gardait les yeux sur ses mains, sur le téléphone, sur n'importe quoi d'autre. Les gens de son entreprise, ceux qui riaient le plus fort une minute plus tôt, étaient soudain très intéressés par leur couvert. Quelques-uns jetèrent un coup d'œil de papa à moi, puis vers le fond de la pièce où se tenait l'organisatrice de l'événement, son presse-papier serré contre sa poitrine. Elle avait l'air de vouloir ramper sous une des tables et y rester jusqu'au nouvel an. J'ai ressenti l'envie de bouger, de faire quelque chose, ne serait-ce que de m'éloigner de l'onde de choc de l'humiliation de mon père. Mes genoux ne me faisaient cependant pas confiance, alors je suis resté où j'étais, les doigts crispés sur le dos de ma chaise. Je pouvais sentir mon pouls battre dans mes oreilles. C'est là que j'ai de nouveau pris conscience de l'homme au costume sombre. Il se tenait plutôt près d'une des tables hautes, un peu à l'écart de la foule, observant tout avec l'immobilité attentive de quelqu'un habitué à lire le danger dans de légers changements de langage corporel. Maintenant, il était plus proche, à peut-être seulement 4 ou 5 pas, ses yeux fixés sur moi plutôt que sur le spectacle de mon père s'étouffant avec sa propre arrogance. Son regard n'était ni perçant ni envahissant. Il était mesuré, oui, mais il y avait aussi de l'inquiétude, et quelque chose comme de la reconnaissance. Il m'a fallu une seconde pour le replacer, pour faire correspondre la version soignée en face de moi avec le souvenir d'un visage ensanglanté sous les dures lumières du bloc opératoire. Ethan. Mon souffle s'est coupé. De toutes les tournures étranges que prenait cette nuit, le voir ici, à cet endroit, après tout, donnait l'impression que l'univers empilait les coïncidences les unes sur les autres, juste pour voir combien je pouvais en supporter. Il a fait un pas dans ma direction, puis un autre. Avant qu'il ne puisse en faire un troisième, ma tante Ruth s'est légèrement levée de son siège et a tendu la main pour l'arrêter, ses doigts attrapant sa manche. « C'est une affaire de famille », a-t-elle murmuré, la voix basse mais audible. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Son ton était poli en surface, mais j'ai entendu l'avertissement en dessous, les étrangers ne devraient pas se mêler des histoires des Henderson. Nous étions experts pour les créer nous-mêmes. Ethan a baissé les yeux sur sa main, puis les a relevés sur son visage. Son expression n'a pas beaucoup changé, mais quelque chose dans la façon dont il a redressé les épaules a changé. Il a parlé assez bas pour que seuls ceux d'entre nous à proximité puissent l'entendre, mais il y avait de l'acier dans ses mots. « Madame, a-t-il dit, toujours poli, toujours calme, je pense que je suis déjà impliqué. » Il a doucement retiré sa manche de sa prise, sans tirer, juste en détachant ses doigts avec ce genre de respect posé qui vient d'années à suivre des protocoles et à tenir sa position. Quoi qu'il en soit, ma tante Ruth a eu l'air offensée, mais elle n'a pas essayé de l'arrêter à nouveau. Pendant une seconde, toute la scène a semblé surréaliste, mes tantes et oncles figés autour de leurs assiettes, les lumières du sapin de Noël clignotant dans le coin, le bourdonnement des conversations atténuées tourbillonnant comme de la fumée. Et à travers tout cela, cet homme traçant une ligne droite vers moi, comme si tous les autres avaient cessé d'exister. Je l'ai regardé s'approcher, chaque pas faisant battre mon cœur un peu plus fort. Je ne savais pas ce qu'il comptait dire. Je ne savais pas s'il allait révéler notre lien devant tout le monde, ou s'il voulait juste s'assurer que je ne m'étais pas complètement effondré. Il s'est arrêté à une distance respectueuse, assez près pour que je puisse voir la légère cicatrice près de sa racine des cheveux, qui n'était pas là la nuit où je l'ai opéré. Il était plus mince qu'à l'hôpital aussi, comme le sont parfois les gens après un long séjour. Mais ses yeux étaient les mêmes, posés, clairs, chaleureux d'une manière qui semblait inconnue dans cette pièce. « Dr Henderson », a-t-il dit doucement. Entendre ce nom, à cet endroit, devant des gens qui avaient passé toute ma vie à prétendre que je n'étais rien de spécial, m'a frappé comme un coup physique. J'ai senti l'air quitter mes poumons. J'ai dégluti et je me suis forcé à croiser son regard. « Ethan », ai-je réussi à dire. Il a hoché la tête une fois, sans en faire tout un plat, sans regarder autour de lui pour voir qui regardait. Son attention est restée sur moi, comme si nous étions les deux seules personnes dans cet espace scintillant et suffocant. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé. Une si petite question, 4 mots simples, mais personne d'autre ne me l'avait posée de toute la soirée. Ni mon frère, qui avait baissé la tête. Ni ma tante Ruth, qui était trop occupée à s'inquiéter du spectacle.
Certainement pas mon père, qui se débattait toujours avec sa propre panique. C'était comme si Ethan avait traversé tout le bruit et posé une main sur la seule partie de moi qui se sentait encore saine d'esprit. J'ai failli mentir, failli arborer un sourire fragile et dire que j'allais bien, car c'est ce qu'on m'avait appris à faire depuis que j'étais assez grande pour comprendre que mes sentiments mettaient les autres mal à l'aise. Mais là, sous la lumière des lustres, avec mon père essayant frénétiquement de nettoyer son erreur sur une nappe et mes proches regardant partout sauf vers moi, quelque chose en moi a refusé de suivre le vieux script. Je ne suis pas sûr, ai-je dit doucement. Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles, plus faible que d'habitude. Mais je suis debout. Un léger sourire a traversé son visage. Pas amusé, exactement, plutôt soulagé. C'est déjà ça, a-t-il dit. Derrière lui, je pouvais sentir le poids de la pièce peser encore. Les gens faisaient semblant de reprendre leur conversation, mais leur attention glissait vers nous toutes les quelques secondes curieuses, évaluatrices, les ragots se formant déjà dans leurs yeux. Je savais comment ça marchait. Le matin, il y aurait une douzaine de versions de cette histoire circulant en ville, la plupart manquant complètement la vérité. Ethan semblait le sentir aussi. Il s'est légèrement déplacé, orientant son corps de manière à se tenir entre moi et le plus gros des regards. C'était un petit mouvement, presque imperceptible, mais il formait une sorte de bouclier. Pour la première fois de la soirée, je ne me suis pas senti complètement exposé. J'ai entendu mon frère s'éclaircir la gorge derrière moi, comme s'il voulait dire quelque chose, puis se raviser. Ma tante Ruth a marmonné quelque chose sur les bonnes manières et le drame. Je les ai ignorés tous les deux. Vous n'étiez pas obligé de venir, ai-je dit à Ethan, forçant mes mains à relâcher leur prise sur la chaise. Peut-être pas, a-t-il répondu. Mais je me suis souvenu de ce que ça faisait d'avoir quelqu'un au-dessus de moi quand j'étais impuissant. Je me suis dit que le moins que je pouvais faire, c'était de rendre l'appareil. Ma gorge s'est serrée. J'ai pensé au bloc opératoire, les bips précipités, l'odeur de sang et d'antiseptique, la façon dont sa vie avait tenu au fil d'une décision qui était entre mes mains. À l'époque, il m'avait fait confiance sans rien savoir de moi, à part mon nom et ma voix. Maintenant, il me rendait cette confiance sur un champ de bataille complètement différent. Merci, ai-je dit. Les mots sont sortis à peine plus forts qu'un murmure, mais il les a entendus. Il a de nouveau hoché la tête, comme si nous venions de confirmer quelque chose d'important. Puis il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, en direction de la table d'honneur, où papa était assis, raide et la mâchoire serrée, le téléphone toujours à la main. Le regard d'Ethan a changé, pas de colère, exactement, mais quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Le regard d'un homme qui en avait vu assez du monde pour reconnaître la lâcheté quand elle se présentait en costume cravate. Il y a plus que ça, a-t-il dit doucement, reportant son attention sur moi. La façon dont le président a dit votre nom lors de cet appel, la façon dont votre père a réagi. Vous n'avez rien à me dire, mais sachez simplement que je ne suis pas aveugle. J'ai laissé échapper une lente expiration que je ne savais pas que je retenais. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai eu l'impression que quelqu'un regardait mon père et voyait ce que je voyais, au lieu de la version charmante qu'il jouait pour tout le monde. Le chaos de la pièce continuait de pulser autour de nous, une chose vivante. Quelque part près du bar, des verres ont tinté. L'organisatrice avait commencé à parler à l'un des jeunes responsables, tous deux jetant des regards nerveux vers la table d'honneur comme s'ils attendaient des instructions. Les musiciens tenaient toujours leurs instruments, incertains s'ils devaient recommencer à jouer ou attendre un signal. Tout ce sur quoi je pouvais vraiment me concentrer, cependant, c'était le simple fait que dans toute cette salle de bal bondée, remplie de gens qui partageaient mon nom de famille et de gens qui dépendaient de mon père pour leur salaire, la seule personne qui s'était approchée de moi au lieu de s'éloigner était un homme qui ne me devait rien de plus qu'un merci. Et il me l'avait déjà donné. Pendant un moment, le bruit autour de nous s'est estompé. Le cliquetis des assiettes s'est adouci. Les regards froids et scrutateurs de mes proches se sont fondus dans l'arrière-plan. Il n'y avait que le doux bourdonnement des lumières, le léger parfum de pin du grand sapin de Noël, et la présence rassurante de ce soldat debout devant moi, comme s'il avait décidé que quoi qu'il arrive ensuite, je ne resterais pas seul. C'était une petite chose, mesurée à l'aune des années de blessures qui avaient précédé, mais parfois, ce sont les petites choses qui fissurent la surface. J'ai redressé un peu les épaules et levé le menton, et au même instant, la pièce a semblé avoir un nouveau hoquet. Un jeune homme en chemise blanche et gilet noir s'est glissé de derrière la table d'honneur, tenant un téléphone dans ses deux mains comme si c'était quelque chose de fragile. Ses yeux étaient grands ouverts, un peu paniqués,
le genre de regard qu'a le personnel lorsqu'il est entraîné dans quelque chose qui le dépasse de loin. Il s'est dirigé droit vers mon père. « Monsieur » a-t-il dit, la voix basse mais urgente. « Le président demande à vous reparler. Il dit que c'est important. » Papa venait de réussir à étaler le pire du vin en une tache rose pâle sur la nappe. Il a levé les yeux, l'irritation traversant son visage avant qu'il ne semble se souvenir de qui pouvait être à l'autre bout du fil. Sa mâchoire s'est crispée. Il a arraché le téléphone des mains du jeune homme et l'a renvoyé d'un geste. Je pouvais voir ses doigts trembler autour de l'appareil, même de là où j'étais. Il l'a pressé contre son oreille, forçant ses traits à esquisser quelque chose qui ressemblait à un sourire, bien que cela tînt plus de la grimace. « Oui, monsieur » a-t-il dit un peu trop fort. « Oui, c'est Robert Henderson. »« Joyeux Noël, encore. » Il y eut une brève pause. Un silence s'est fait dans le cercle immédiat autour de nous. Personne n'était censé entendre ce que disait le président, mais la curiosité a l'ouïe fine. Les gens se sont penchés sans bouger les pieds. Je ne pouvais pas distinguer l'autre voix, juste son faible bourdonnement. Quoi qu'il ait été dit, cela a fait que mon père s'est redressé encore plus. La couleur qui avait commencé à revenir à ses joues a de nouveau disparu. « Non, non, monsieur » a-t-il lâché. Ce doit être une sorte de malentendu. Son volume avait encore monté d'un cran. Quelques invités à proximité ont échangé des regards. Ethan s'est subtilement rapproché de moi, sa présence un poids solide à mes côtés. Je pouvais presque sentir la tension qui émanait de lui. Papa a écouté une seconde de plus, puis a ri un rire trop aigu, trop faible. « Docteur Amy Henderson » a-t-il répété, et entendre mon nom complet sur ce ton m'a noué l'estomac. « C'est juste ma fille, monsieur. Elle est là, bien sûr, mais elle n'est pas et bien, elle n'est personne d'important. » Les mots ont atterri comme de petites pierres dans ma poitrine. J'avais entendu des variations de cette phrase toute ma vie. Cela m'étonnait encore qu'il puisse la dire sans une once d'hésitation. Le téléphone a crépité faiblement. Le président a dû dire quelque chose de sec, car mon père a tressailli. Sa voix a de nouveau sauté. « Non, monsieur » a-t-il dit, bien trop fort maintenant. Elle n'est pas une VIP. Elle a 34 ans, les cheveux châtain clair, en surpoids. Elle a un travail dans le médical, mais je ne pensais pas que ça avait de l'importance pour ce soir. Une vague de froid m'a envahi. Autour de nous, le demi-cercle d'auditeurs s'est raidi. Quelqu'un a aspiré une bouffée d'air. Quelqu'un d'autre a marmonné mon nom sous son souffle, comme s'il le goûtait pour la première fois. La main d'Ethan a tressailli à ses côtés. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait s'avancer et simplement prendre le téléphone, au diable la chaîne de commandement. Sa mâchoire était si serrée qu'un muscle tressautait près de sa tempe. Ses yeux n'ont jamais quitté le visage de mon père. La voix du président s'est élevée assez pour que, même de là où j'étais, je puisse en entendre les contours. Pas chaque syllabe, mais assez pour les assembler, Dr Henderson. A sauvé mon fils. Important. Respect. Papa s'est figé, ses doigts se sont resserrés si fort sur le pied de son verre de vin que je me suis demandé s'il n'allait pas se briser. Il regardait droit devant lui, le vernis de charme arraché, laissant place à quelque chose de petit et effrayé. « Monsieur, il doit y avoir une erreur » a-t-il dit, mais l'assurance avait disparu. Elle n'a jamais rien dit sur le fait d'avoir sauvé quelqu'un. Elle ne parle pas de son travail. J'ai supposé. Il s'est interrompu. Il avait supposé ce qu'il avait toujours supposé, que rien de ce que je faisais, une fois hors de son champ de vision, n'avait assez de poids pour compter dans une pièce comme celle-ci. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré, lourd comme du plomb. Même les gens qui ne pouvaient pas entendre la voix du président pouvaient sentir sa pression à travers la réaction de mon père. Le jeune serveur planait près du bord de la scène, l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Ethan s'est penché plus près de moi, bien qu'il ne m'ait toujours pas touché. Sa voix était basse, destinée uniquement à mes oreilles. S'il continue à parler comme ça, a murmuré Ethan, je vais devoir dire quelque chose. Il n'y avait aucune bravade là-dedans, aucune indignation grandiloquente. Cela sonnait comme une simple déclaration de fait, de la manière dont un soldat énoncerait un objectif, aller du point A au point B. Ne pas laisser ces hommes derrière. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Une partie de moi voulait qu'il se taise, qu'il laisse le moment passer pour que je puisse redevenir invisible. Une autre partie, celle qui avait recousu un homme dans un bloc opératoire,
celle qui en avait assez d'avaler des insultes juste pour maintenir la paix, voulait que quelqu'un dise enfin à mon père ce qu'il était. La voix du président s'est de nouveau élevée, plus distincte maintenant. J'ai entendu mon nom, j'ai entendu les mots « chirurgienne » et « sauvée » et la phrase « pas traité correctement ce soir ». Chaque morceau ressemblait à un projecteur braqué sur un coin que mon père avait soigneusement gardé dans l'ombre. Le visage de papa s'est affaissé. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Il a dégluti si fort que j'ai pu voir sa gorge bouger. Le téléphone toujours pressé contre son oreille, il a de nouveau attrapé son verre de vin de sa main libre, comme si le mouvement familier pouvait le calmer. Au lieu de cela, ses doigts ont glissé sur le pied lisse. Le verre a basculé. Une traînée de rouge sombre a éclaboussé le devant de sa chemise, s'épanouissant comme une blessure. Quelques gouttes ont de nouveau touché la table, approfondissant la tache précédente. Autour de nous, les invités essayaient de faire semblant de ne pas regarder, mais leur regard était rivé sur la scène. On pouvait sentir l'embarras collectif, la prise de conscience que l'homme avec qui ils riaient quelques minutes plus tôt était en train de se décomposer devant eux. Papa a redressé le verre en tâtonnant, sa main tremblant si fort qu'elle a cliqueté contre la table. Il a marmonné quelque chose dans le téléphone, un enchevêtrement d'excuses et de justifications que personne n'a pu vraiment saisir. Sa confiance habituellement tonitruante s'était réduite à quelque chose d'humilié et de petit. Je suis resté là, à le regarder, et pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas vu comme la figure géante qui remplissait chaque pièce de mon enfance, mais comme un homme effrayé qui venait de se heurter de plein fouet à une vérité qu'il ne pouvait pas transformer en blague. Ethan s'est redressé à côté de moi, les épaules carrées, les yeux durs. Il a regardé de mon père à moi, puis de nouveau à mon père, comme un homme mesurant la distance entre ce qui était dit et ce qui était réel. À ce moment-là, il était clair que quoi qu'il arrive ensuite, l'équilibre dans notre famille avait déjà basculé. Mon père ne le savait juste pas encore. Le président a dû finir ce qu'il avait à dire, car mon père a finalement baissé le téléphone. Sa main est retombée à son côté, l'écran brillant toujours dans sa paume. Il avait l'air de quelqu'un à qui on venait de retirer le sol sous les pieds. Et pendant une brève seconde, il y avait presque quelque chose comme de la peur dans ses yeux. Puis il a semblé se souvenir qu'il avait un public. Il s'est éclairci la gorge et a forcé un rire qui ne sonnait même pas un peu vrai. « Agitation » a-t-il dit, sa voix se brisant sur le premier mot avant qu'il ne la pousse plus fort. « Désolé pour l'excitation par ici. Juste un malentendu avec le patron. Vous savez comment sont ces gens de haut niveau avec les titres et tout ça. » Son regard a glissé vers moi, puis s'est détourné si vite que c'était presque un tressaillement. Il a essayé de remettre son masque charmant, a essayé de reprendre le contrôle qu'il avait perdu. Cela aurait été presque drôle si cela n'avait pas été construit sur mon humiliation. Un murmure a parcouru la pièce, bas et électrique. Les gens ne savaient pas quoi faire de leurs yeux ou de leurs mains. Quelques-uns ont pris des verres déjà vides juste pour avoir quelque chose à tenir. Les musiciens se sont agités sur la petite scène, se chuchotant, attendant un signal qui ne venait pas. Ethan a fait un pas en avant. Il a lâché le dossier de ma chaise et s'est dirigé vers le centre de l'espace ouvert, entre les tables et la piste de danse. Il ne s'est pas pressé. Il n'a pas tapé du pied ni crié. Il a marché d'un pas régulier et délibéré, celui de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire et qui n'a pas l'intention de s'en excuser. Je l'ai regardé, mon cœur montant dans ma gorge. Chaque conversation dans la pièce a semblé s'amenuiser, puis s'interrompre, à mesure que les gens le remarquaient bouger. Les têtes se sont tournées. Les fourchettes se sont immobilisées à mi-chemin des assiettes. Ma tante Ruth a émis un petit son étranglé et a attrapé le bras de mon frère, mais il n'a pas bougé. Ethan s'est tourné pour faire face à la table d'honneur où mon père était assis. Pendant un moment, les deux hommes se sont juste regardés, l'un, en costume chair, le vin rouge s'épanouissant sur le devant de sa chemise comme un insigne de mauvais jugement, l'autre, dans une simple veste sombre, les épaules carrées, les yeux clairs, la légère ombre d'une cicatrice à sa tempe attrapant la lumière. Quand Ethan a parlé, sa voix n'était pas forte, mais elle portait. La pièce était devenue si silencieuse que chaque mot atterrissait avec une clarté parfaite. Ce n'était pas un malentendu, a-t-il dit. C'était un manque de respect. Une petite onde a parcouru la foule. Mon père a cligné des yeux. Jeune homme, a-t-il commencé, essayant de retrouver son ancienne autorité, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais c'est une affaire de famille privée. Ethan a secoué la tête une fois. Non, monsieur, a-t-il répondu. Ce n'est pas seulement familial.
Vous parlez du médecin qui m'a sauvé la vie. C'était comme si quelqu'un avait tiré une fusée éclairante dans un ciel sombre. Les mots ont tout illuminé. Il s'est légèrement tourné pour que plus de gens dans la pièce puissent voir son visage, mais ses yeux sont revenus vers les miens, nous ancrant l'un à l'autre. Elle m'a sauvé la vie, a-t-il dit, chaque syllabe mesurée et sûre. Le docteur a mis Henderson, juste là. C'est la raison pour laquelle je suis debout ici, au lieu que ma mère choisisse une pierre tombale cet hiver. On pouvait sentir le changement, alors que ces mots se propageaient dans la foule. Les gens qui avaient entendu des chuchotements sur une chirurgienne, sur une VIP, ont soudain fait le lien. La femme qu'ils avaient vue être qualifiée de paresseuse, de grosse et de sans importance, était maintenant identifiée comme quelqu'un qui avait ramené un homme du bord du gouffre. On pouvait voir la compréhension les submerger, certains visages rougissant de honte, d'autres d'une sorte de respect surpris. Les chuchotements ont suivi, doux, vifs, partout, docteur. Chirurgienne. La sauver. Celle-là? Elle? Une femme du service comptable de mon père a mis une main sur sa bouche. Un des cadres supérieurs m'a regardé comme si j'avais une tête en plus. Même l'organisatrice, qui s'était agrippée à son presse-papier comme à un bouclier, s'est un peu rapprochée, comme si elle réalisait soudain que l'histoire qui se déroulait serait répétée bien après qu'elle ait rangé ce presse-papier. Mon père a de nouveau essayé de rire, mais le son est sorti étranglé. « Oh, allez » a-t-il dit. « On s'amuse juste un peu. C'est ma fille. On plaisante toujours comme ça. Elle le sait, n'est-ce pas, ami ?» Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai senti le poids de leur regard, lourd comme des sacs de sable. La vieille impulsion de hocher la tête, de sourire, et de faciliter les choses pour tout le monde m'a tenaillé. La bonne fille, la discrète, celle qui absorbe le coup pour que la pièce puisse continuer à faire semblant que tout va bien. Mais Ethan se tenait là, ses mots flottant encore dans l'air, traversant des années de bruit, et quelque chose en moi qui avait été plié pendant très longtemps a décidé de ne plus céder. Ma voix est sortie basse, posée, comme lorsque je demande un scalpel au bloc opératoire. Je ne suis pas une blague, papa, ai-je dit. Je n'ai jamais été une blague. On aurait pu entendre une mouche voler. Les murmures se sont tus aussi vite qu'ils avaient commencé. Mon père m'a dévisagé comme s'il ne m'avait jamais vu. Sa bouche s'est ouverte et refermée. Aucun son n'en est sorti. Pour une fois, il n'avait pas de répartie facile, pas de pic rapide, pas de pirouette pour détourner l'attention. Une femme, au fond de la pièce, quelqu'un que je reconnaissais vaguement des ressources humaines, s'est éclairci la gorge. « Je suis tellement désolé » a-t-elle dit, sa voix tremblant un peu alors qu'elle dirigeait les mots vers moi. Je ne savais pas. Nous ne savions pas, j'ai hoché la tête avec raideur, ne me faisant pas confiance pour répondre sans pleurer ou m'emporter. Aucune de ces options ne me semblait souhaitable devant tous ces gens. Un autre homme, quelqu'un de la logistique qui riait le plus fort plus tôt, a posé son verre et a fixé le sol. Il avait l'air de vouloir s'y enfoncer. Papa a repoussé sa chaise comme s'il avait l'intention de se lever, puis a semblé se raviser. Il a attrapé sa serviette à la place, tamponnant inutilement la tache sur sa chemise. Tout le monde est trop sensible de nos jours, a-t-il marmonné. On ne peut même plus faire une simple blague sans que les gens agissent comme si vous aviez commis un crime. Ethan l'a regardé, et il n'y avait pas une once de peur ou de déférence dans ce regard. Une blague n'est drôle que si tout le monde rit, a-t-il dit calmement. Je ne l'ai pas entendu rire. La réplique a tranché à travers la piètre excuse que mon père essayait de construire. Il a fermé la bouche, mais le mal était déjà fait. Quelque chose en moi a cédé alors, pas de manière effondrée, plutôt comme une soupape de sécurité qui se relâche enfin. J'ai senti une vague d'épuisement me submerger, suivie d'une clarté que je ne m'attendais pas à ressentir dans cette pièce. J'en ai fini, m'entendis-je dire. Pas fort, juste ferme. Je me suis éloigné de ma chaise. Le mouvement a surpris quelques personnes à proximité, comme si elles avaient oublié que j'avais des jambes et que je pouvais les utiliser. Je pouvais sentir leurs yeux me suivre, mais pour une fois, cela ne m'a pas cloué sur place. Je me suis retourné et j'ai marché vers les portes latérales qui menaient au couloir et aux toilettes, le bruit sourd de mes talons sur le parquet ciré résonnant à mes propres oreilles. Derrière moi, j'ai entendu ma tante Ruth siffler mon nom, comme si c'était moi qui faisais une scène. Mon frère a appelé doucement, mais il n'a pas suivi. Il ne le faisait jamais. Je n'ai pas regardé en arrière. Le couloir, à l'extérieur de la salle de bal, était plus frais, l'air moins lourd,
la musique étouffée en un faible bourdonnement. Les appliques murales projetaient une lumière plus douce sur le tapis à motifs. Une couronne de Noël était accrochée au-dessus d'une petite console, son ruban rouge tombant légèrement, comme si elle aussi était fatiguée de tout maintenir en place. Je me suis arrêté près du bout du couloir, près d'une autre fenêtre d'où je pouvais voir la neige tomber encore dehors. J'ai posé une main contre la vitre froide, ayant besoin de quelque chose de solide pour m'ancrer. Ma poitrine était serrée, ma gorge me brûlait, mais les larmes que j'attendais ne sont pas venues. C'était comme si j'avais franchi une ligne intérieure et les avais laissées derrière moi, avec ma chaise. Un instant plus tard, j'ai entendu des pas, fermes mais pas pressés. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que c'était Ethan. Sa démarche m'était déjà familière. « Je suis désolé », a-t-il dit en arrivant à ma hauteur. J'ai laissé échapper un souffle court et sans humour. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « D'avoir dit la vérité ? D'avoir attendu si longtemps ?» a-t-il répondu. « De ne pas être intervenu plus tôt. Je l'ai entendu vous appeler par ces noms, et j'ai continué à espérer qu'il s'arrêterait de lui-même. C'était mon erreur. Je me suis alors retourné, m'adossant à la fenêtre pour pouvoir voir son visage. La lumière du couloir en attrapait les traits, les légères lignes de douleur qui persistaient encore de sa convalescence, l'honnêteté inébranlable dans ses yeux. « Vous avez fait plus que n'importe qui d'autre dans cette pièce », ai-je dit doucement. « Ça compte. » Il m'a étudié une seconde, comme pour vérifier si je le croyais vraiment ou si je le disais juste pour le rassurer. Ce qu'il y a trouvé a dû le satisfaire, car une partie de la tension dans ses épaules s'est relâchée. Quand mon unité a été touchée, a-t-il dit lentement, je me souviens avoir pensé que je n'étais pas prêt à partir. Pas encore. Je me suis accroché à la voix de la personne qui me disait de rester. C'était vous. Alors, voir votre propre père essayer de vous rabaisser devant tous ces gens. Ça m'a fait quelque chose. Je ne pouvais pas me taire et vivre avec moi-même. La sincérité de ces mots a transpercé une couche d'engourdissement que je n'avais même pas réalisé s'être installée. J'ai dégluti difficilement, sentant la piqûre derrière mes yeux menacer enfin de déborder. Il a sorti de la poche de sa veste un morceau de papier plié. Il était usé sur les bords, comme s'il avait été ouvert et refermé trop de fois. J'ai écrit ça quand j'étais encore en rééducation, a-t-il dit. Une lettre que je n'ai jamais eu l'occasion de vous donner. Je me suis dit que ce soir serait peut-être ma chance, mais les choses ont mal tourné avant que je ne puisse le faire. Il a fait une pause, puis a ajouté, si vous la voulez, elle est à vous. Sinon, je la jetterai. C'est à vous de décider. J'ai fixé le papier dans sa main. Derrière lui, à travers les portes de la salle de bal légèrement entr'ouvertes, j'entendais le murmure des voix qui luttaient pour faire semblant que rien de monumental ne venait de se produire. J'ai pensé à mon père, assis là, essayant de recoller les morceaux de son ego. J'ai pensé à ma mère, à la petite fille que j'avais été, à toutes les fois où j'avais ravalé ma propre peine pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. J'ai tendu la main et j'ai pris la lettre. Merci, ai-je dit. Il a fait un petit signe de tête. Pour la deuxième fois cette nuit-là, il s'est positionné entre moi et le bruit, non pas pour me bloquer la vue, mais juste pour en supporter une partie du poids. Dans ce coin de couloir silencieux, avec la neige dérivant derrière les fenêtres et les sons étouffés de la fête qui luttait pour redémarrer, j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait vu mon père exactement tel qu'il était, et avait choisi de se tenir à mes côtés plutôt qu'aux siens. J'ai su, aussi sûrement que je connaissais mon propre nom, que plus rien entre mon père et moi ne pourrait jamais redevenir comme avant. Après un moment, j'ai glissé ma main dans ma pochette, y ai rangé la lettre pliée d'Ethan, et lui ai dit que je devais partir non pas pour retourner dans la salle de bal, mais pour rentrer chez moi. Loin de l'odeur de vin et du bruit des gens essayant de faire semblant que tout était normal. Il a proposé de me raccompagner à ma voiture. Je l'ai laissé faire. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Le silence entre nous était solide, pas gênant, comme une couverture posée doucement sur quelque chose de brut. À l'entrée, il s'est arrêté, m'a remercié à nouveau de sa manière simple, et a dit qu'il serait là si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour ouvrir la lettre tout de suite. Le parking était glissant de neige à moitié fondue, l'air froid me mordant les joues alors que je marchais vers ma vieille berline. Le trajet du retour a été un flou de phares et de routes de campagne sombres. Je n'arrêtais pas de rejouer la nuit dans ma tête, les mots de papa, son visage quand le président l'a corrigé, Ethan debout au milieu de cette pièce, ma propre voix disant « Je ne suis pas une blague ». Tout cela semblait un peu irréel,
comme un film dans lequel je m'étais accidentellement retrouvé. Quand je suis arrivé dans mon allée, la maison m'a semblé plus petite que dans mon souvenir, une simple maison de plein pied avec une balustrade de porche affaissée et une lumière brillant encore à la fenêtre de devant. Je suis entré et j'ai été accueilli par la faible odeur de pin du modeste sapin que j'avais installé dans le coin du salon. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai accroché mon manteau, et je suis resté un long moment dans le silence, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de la vieille horloge sur le mur. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Puis il a vibré encore, et encore. Je l'ai pris et j'ai vu une série de messages de numéros que je reconnaissais, datant d'années de repas de fête et de pique-niques d'entreprise, des gens de Great Lac Industries, des gens qui me connaissaient comme « la fille de Rob », comme la fille silencieuse qui venait de temps en temps et aidait toujours à nettoyer. Un message disait que le président était « très déçu » de la tournure des événements cette nuit-là. Un autre laissait entendre que l'histoire se répandait déjà dans les bureaux de l'entreprise. Quelqu'un d'autre a écrit que les gens disaient que la promotion pourrait être reconsidérée, au moins temporairement, jusqu'à ce que les questions sur le comportement de mon père soient éclaircies. Une photo était jointe à un texto, un cliché flou de la table d'honneur pris de l'autre côté de la pièce. On pouvait voir mon père penché sur le téléphone, du vin sur sa chemise, son visage pris dans un moment entre la colère et la panique. Ma propre épaule était visible au bord du cadre, à moitié tournée. J'ai posé le téléphone avec précaution, comme s'il pouvait exploser. Pendant des années, j'avais imaginé mon père faire face à une sorte de conséquence pour la façon dont il me traitait. Mais dans mon esprit, cela avait toujours été quelque chose de privé, une dispute qui allait enfin trop loin, un membre de la famille qui intervenait. Je n'avais pas imaginé que cela se produirait dans une salle de bal, remplie de collègues et de voisins. Je n'avais pas imaginé que le président de son entreprise serait celui qui lui tendrait un miroir. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma cousine, du côté de mon père. Son message n'était pas tendre. Elle a dit que j'avais vraiment mis papa dans l'embarras. Elle a dit que j'aurais dû rire, détendre l'atmosphère, ne pas prendre les choses si au sérieux. Elle m'a demandé à quoi je pensais, en laissant un soldat s'interposer comme ça et faire une scène. Un autre message est venu de mon frère aîné. Ces mots étaient plus courts, mais plus vifs. Il a dit que quels que soient les problèmes que j'avais avec papa, ils auraient dû rester entre nous, que maintenant j'avais compromis sa promotion, et que je devais arranger ça, d'une manière ou d'une autre. J'ai lu leurs mots 2 fois, un étrange calme s'installant en moi. L'ancienne version de moi aurait peut-être ressenti une bouffée de culpabilité, même si je n'avais rien fait de mal. J'aurais peut-être commencé à rédiger des réponses d'excuses, essayant d'arranger les choses, essayant de porter le poids du malaise de tout le monde sur mon dos. Cette fois, j'ai ressenti quelque chose de différent. Mes pouces ont plané au-dessus du clavier. Je pouvais sentir mon cœur battre, mais mon esprit était clair d'une manière qui semblait nouvelle. J'ai tapé lentement que papa s'était fait ça tout seul, que je ne lui avais pas demandé de m'utiliser comme la chute de la blague de sa grande soirée de promotion, que je n'avais pas demandé au président de connaître mon nom, ni d'appeler la fête, ni de le corriger. J'ai écrit que si les gens étaient déçus, ils devraient l'être par l'homme qui avait tourné en ridicule sa propre fille devant 200 personnes, pas par celle qui avait osé dire qu'elle n'était pas une blague. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir trop y réfléchir. Presque immédiatement, 3 petits points sont apparus sur l'écran, du contact de mon frère, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, il a écrit que je faisais ma « dramatique », que papa nous avait « toujours taquiné », et que je devais « arrêter de me comporter en victime ». J'ai fixé le mot « victime » jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Pendant un moment, la vieille douleur a refait surface, celle qui vient du fait d'être incompris par les personnes même qui partagent votre sang. Je me suis permis de la ressentir. Puis, j'ai posé le téléphone et je suis allé dans la cuisine. J'ai versé un verre d'eau, j'ai pris une lente gorgée, et j'ai écouté le silence. J'ai pensé à ma mère, à la façon dont elle se tenait entre papa et moi, avec une voix douce et des yeux fatigués. J'ai pensé à ce qu'elle dirait si elle pouvait voir cette salle de bal, entendre ces mots, me voir partir au lieu de rester assise et d'encaisser. Dans mon esprit, je pouvais presque l'entendre me dire que parfois, la survie ressemble à quitter la table, même quand tout le monde s'attend à ce que vous restiez assis. Quand je suis retourné dans le salon, d'autres messages attendaient. Un, d'une femme des ressources humaines qui avait été gentille avec moi quand j'étais adolescente et que je faisais un travail d'été au service du courrier. Elle a dit qu'elle était fière de moi, qu'elle n'avait jamais aimé la façon dont papa parlait de sa famille, et qu'elle était contente que quelqu'un se soit enfin dressé. Un autre,
d'un cadre intermédiaire qui avait toujours été neutre. Il a admis que le président avait eu l'air furieux quand il a réalisé comment mon père s'était comporté. Il a dit que les gens chuchotaient déjà que le conseil pourrait vouloir ralentir la célébration du nouveau PDG, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qui s'était réellement passé. Je me suis assise sur le canapé et j'ai ramené mes genoux sous moi, enroulant une de mes vieilles couvertures autour de mes épaules. Les lumières du petit sapin clignotaient paresseusement dans le coin. Dehors, un chasse-neige grondait dans la rue, raclant la glace. Au loin, j'entendais un chien aboyer. Pour la première fois de la nuit, les larmes sont finalement venues. Pas de gros sanglots haletants, juste un filet régulier qui coulait sur mes joues pendant que je fixais le vide. J'ai pleuré pour la petite fille sur les marches de l'église, pour l'adolescente sur le terrain de baseball, pour la jeune femme aux funérailles de sa mère, pour chaque fois que j'avais ravalé mes mots pour maintenir la paix, pour chaque dîner où je m'étais laissé être la cible des moqueries pour que la soirée puisse se terminer sans dispute. J'ai aussi pleuré, bien que je ne veuille pas l'admettre, pour mon père, pour l'homme à qui on avait donné chance après chance d'être meilleur, d'être gentil, d'être fier au lieu d'être cruel, et qui avait choisi, encore et encore, de porter le coup bas. Quand les larmes ont finalement ralenti, une sorte de résolution lasse s'est installée à leur place. Je me suis essuyé le visage avec le bord de la couverture et j'ai repris mon téléphone. J'ai fait défiler les messages jusqu'à ce que j'atteigne celui d'un numéro que je connaissais comme étant la ligne principale de Great Lac Industries. Le texto le plus récent de ce contact disait simplement que le président voulait rencontrer mon père en personne après les fêtes, pour discuter de ce qu'il qualifiait de « préoccupation concernant sa conduite ». Préoccupation concernant sa conduite. Toute une enfance résumée en 4 mots simples. J'ai posé le téléphone et j'ai appuyé ma tête contre le canapé. Je sentais quelque chose se former en moi, une ligne que je n'étais plus disposé à laisser quiconque franchir. Ni mes cousins, ni mon frère, ni même l'homme qui m'avait donné mon nom de famille. Fuir cela serait facile. Je pourrais ignorer les appels, éviter les réunions de famille, et prétendre ne pas entendre les ragots. J'avais fait des versions de cela toute ma vie. Mais pour la première fois, je comprenais que garder le silence maintenant ne ferait pas que me protéger, cela donnerait à mon père la permission de réécrire ce qui s'était passé, de transformer la prise de position d'Ethan et la mienne en une autre histoire qu'il raconterait à sa manière. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. J'ai pensé au regard sur le visage de mon père quand le vin a taché sa chemise, quand il a réalisé que le président valorisait quelqu'un qu'il avait passé des années à rabaisser. J'ai pensé à la façon dont il avait cherché les vieilles excuses, les vieilles blagues, et à quel point elles sonnaient creux. J'ai pensé à ce qui pourrait arriver si je m'asseyais en face de lui sans broncher, et lui disais directement que je ne serais plus sa cible. L'idée me faisait peur, mais elle me faisait aussi me sentir étrangement légère. Quand l'horloge du couloir a sonné minuit, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas attendre qu'il débarque dans ma vie avec une autre excuse à moitié cuite, liée à sa propre peur des conséquences. J'irais le voir en premier, non pas comme l'enfant espérant l'approbation, mais comme la femme qui avait enfin appris d'où venait sa propre valeur. J'ai éteint les lumières du sapin, j'ai rincé mon verre dans l'évier, et je suis allé me coucher, sachant que la prochaine conversation avec mon père ne ressemblerait à aucune que nous ayons eue auparavant. Le lendemain matin, j'ai ouvert ma porte d'entrée avant que le coup ne finisse de retentir. Mon père se tenait sur mon porche, les épaules voûtées, la peau pâle sous la lumière de l'hiver. Pendant un instant, il a ressemblé à une version plus âgée de l'homme de mon enfance, le père qui semblait toujours trop grand pour les petits espaces. Sauf que cette fois, il avait l'air rétréci, compressé de toutes parts. Il a demandé s'il pouvait entrer. Je me suis écarté. Il est entré lentement dans le salon, s'arrêtant au bord du tapis comme s'il ne savait pas quoi faire de lui-même. Il m'a dit que le président l'avait appelé cet après-midi-là. Sa voix tremblait en disant que le conseil voulait maintenant une explication écrite sur l'incident de la fête de Noël. Il voulait des détails sur ce qu'il avait dit à une invitée VIP, et pourquoi. Il voulait savoir si c'était un comportement habituel. Je l'ai regardé passer une main sur son visage. Il a dit que le président n'avait encore rien décidé, mais que mon père sentait le changement. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il avait travaillé près de 30 ans pour atteindre cette promotion, que tout pouvait lui être retiré en une seule réunion du conseil. Puis il a dit qu'il avait besoin de mon aide pour arranger ça. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Il a pris une grande inspiration, s'est ressaisi, et m'a dit qu'il était désolé. Désolé de la façon dont il m'avait traité cette nuit-là, désolé de m'avoir embarrassé, désolé d'avoir laissé sa bouche aller plus vite que sa pensée. Ses yeux sont restés fixés sur le sol pendant qu'il parlait,
comme si les excuses étaient quelque chose de lourd qu'il n'osait pas regarder directement. Mais le ton était faux. Il était faible, précipité, imbibé de peur. J'ai senti la vérité s'installer dans mon estomac, il ne s'excusait pas parce qu'il comprenait enfin ce qu'il m'avait fait. Il s'excusait parce que son poste était en danger. Je lui ai demandé quand il s'était déjà excusé de cette manière. Il n'a pas répondu. Je lui ai demandé s'il serait là maintenant si le président n'avait jamais passé cet appel. Il s'est détourné. Il a marmonné que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne le devaient. Il a dit que les familles devraient s'entraider, surtout quand les enjeux sont si élevés. Il m'a dit qu'il avait subvenu à mes besoins toute ma vie, et que tout ce dont il avait besoin de moi maintenant, c'était d'une simple faveur. Je lui ai dit la vérité, qu'il ne demandait pas une faveur, il demandait une couverture. J'ai dit que le président n'était pas confus sur ce qui s'était passé, la seule personne encore confuse, c'était lui. Il a répliqué que j'exagérais, que ce n'était qu'une blague, que les gens rient tout le temps lors des toasts. Je lui ai demandé s'il se souvenait du silence qui était tombé après que ces mots aient touché la table. Je lui ai demandé s'il se souvenait des visages qui se tournaient, de la façon dont même ses collègues s'étaient éloignés de lui comme d'un fil électrique qui avait claqué. Il a agité la main, irrité, et a dit que les gens étaient trop sensibles de nos jours, que tout le monde avait surréagi. Puis il a dit la chose qui a fait naître en moi quelque chose de froid et de définitif, il m'a dit que je grossissais les choses exprès. Il a dit que j'aimais être le centre de l'histoire. Je lui ai demandé s'il avait la moindre idée du nombre d'années que j'avais passé à essayer de rester hors de ses projecteurs, du nombre de fois où j'étais restée silencieuse pour maintenir la paix, du nombre de fois où j'avais caché mes réussites pour qu'il puisse continuer à me rabaisser. Il a dit que je faisais ma dramatique. J'ai dit qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était le drame, mais qu'il en jouait une version depuis des décennies, chaque fois qu'il avait besoin que la pièce se plie à sa volonté. Nous nous tenions de part et d'autre du salon, mon père s'agrippant au dossier du canapé comme s'il avait besoin de quelque chose pour le maintenir debout. Je lui ai parlé des marches de l'église, quand il a plaisanté sur mon poids devant le pasteur. Je lui ai parlé de la collecte de fonds de baseball, où il a dit à des inconnus que je mangeais trop. Je lui ai parlé de chaque moment de mon enfance que j'avais enfoui parce que ça faisait trop mal de le garder en surface. Il n'a pas nié ces histoires. Il a juste dit qu'il avait essayé de m'endurcir, que j'avais toujours pris les choses trop au sérieux, et que je devais comprendre le monde réel. Je lui ai dit que le monde réel, c'était ce que je côtoyais chaque jour à l'hôpital. Le monde réel, c'était de recoudre un soldat pendant que les alarmes sonnaient et que quelqu'un décomptait les pertes de sang. Le monde réel, ce n'était pas ces blagues. Il a répété qu'il avait besoin que je dise au président que tout avait été exagéré, que je n'avais pas été offensé, que c'était un malentendu. Il m'a dit que je pouvais sauver sa promotion. Je lui ai dit que j'en avais fini d'être l'objet qu'il utilisait pour se sauver lui-même. Ses épaules sont tombées. Ses yeux ont parcouru la pièce, cherchant les mots justes. Il a finalement réussi à formuler quelque chose qui ressemblait à des excuses, mais c'est encore sorti de travers. Il a dit qu'il m'aimait, à sa manière. Il a dit qu'il ne voulait pas me blesser. Il a dit qu'il ne savait pas quoi dire d'autre. Pendant un instant, quelque chose en moi s'est adouci. Puis il a dit la phrase suivante, celle qui a effacé la douceur, il a dit que si le conseil le rétrogradait, tout le monde dans la famille m'en voudrait. La voix de ma mère a résonné dans mon esprit, on apprend aux gens comment nous traiter par ce que l'on tolère. Je me suis approché. Je lui ai dit que je rencontrerais le président, et que je dirais la vérité. Je n'embellirai rien, et je ne le protégerai pas de ses propres actions. J'ai dit que je ne le laisserai pas m'utiliser comme bouclier. Il a eu l'air surpris, presque offensé. Il m'a demandé si je comprenais ce que je risquais. Je lui ai dit que c'était lui qui risquait des choses, pas moi. La pièce semblait petite et froide. Mon père s'est frotté les mains comme s'il pouvait les réchauffer. Puis il a demandé si je promettrais au moins de parler favorablement de lui pour protéger le titre qu'il avait attendu toute sa vie. J'ai dit que je parlerais équitablement. C'était tout. Il a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Quelque chose sur son visage s'est affaissé. Il a hoché la tête une fois, raide et réticent. Il s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté la main sur la poignée, et a dit qu'il espérait que je ne regretterais pas de rendre les choses difficiles. Je lui ai dit que la seule chose que je regrettais, c'était de l'avoir laissé se faciliter les choses à mes dépens pendant si longtemps. Il est parti sans dire au revoir. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle,
laissant ma respiration revenir lentement. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de libération. Pour la première fois, je n'avais pas essayé de le protéger de la vérité. Pour la première fois, je m'étais protégé, moi. Dehors, le vent froid faisait cliqueter la balustrade du porche, et j'ai senti quelque chose changer en moi, une frontière tracée, nette, pour la première fois. Je savais que la prochaine étape ne serait pas facile, mais elle serait la mienne. Et quand je finirais par entrer dans le bureau du président, j'avais l'intention de le faire la tête haute. Je suis arrivé au bâtiment de Great Lake Industries tôt ce matin-là, plus tôt que nécessaire. Le ciel était encore gris, le parking à moitié vide, et le froid me mordait à travers mon manteau. En sortant de ma voiture, je pouvais voir mon souffle flotter dans l'air comme une fumée pâle. Mes mains se sont crispées sur la sangle de mon sac alors que je marchais vers les portes vitrées. Je n'avais dormi que quelques heures, mais je me sentais stable d'une manière que je n'avais pas prévue. Quelque chose en moi s'était mis en place après ma conversation avec papa. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les années où j'avais attendu que ce soit lui qui se tienne droit. Maintenant, je le faisais enfin pour moi-même. Le garde de sécurité m'a salué poliment. J'ai donné mon nom, et en une minute, l'assistante du président est apparue, une femme aux cheveux châtains clairs et aux yeux calmes. Elle m'a demandé si je voulais un café ou de l'eau. J'ai dit non. Elle m'a conduite dans un couloir silencieux, la moquette étouffant nos pas. Quand elle a ouvert la porte de la salle de conférence, j'ai vu le président debout près de la fenêtre. Il s'est retourné au bruit de la porte. Son visage s'est adouci en me voyant, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus chaleureux, quelque chose comme du respect. Puis j'ai remarqué Ethan, au fond de la table. Il s'est levé quand je suis entré, les mains derrière le dos dans cette posture militaire instinctive. Il m'a fait un petit sourire, du genre à dire « Vous n'êtes pas obligé de faire ça seul, même si vous pensiez l'être en entrant. » Nous nous sommes tous assis. Le président a croisé les mains sur la table et m'a remercié d'être venu. Il a dit qu'il savait que la semaine n'avait pas été facile pour personne, et qu'il appréciait ma volonté de parler ouvertement. Il m'a demandé de lui dire ce que je voulais qu'il sache, avec mes propres mots. Je me suis adossé et j'ai laissé la pièce s'installer autour de moi. Je lui ai raconté ce qui s'était passé cette nuit-là, la façon dont la voix de mon père s'était élevée, les rires autour de la table, le choc qui avait glacé l'air quand la vérité s'était échappée de l'appel téléphonique du président. Je lui ai raconté la partie que personne d'autre n'avait entendue, les années de petites piques, de coups bas en public et d'humiliations silencieuses. J'ai gardé une voix posée. Je ne l'ai pas élevée. Je ne l'ai pas adoucie. J'ai juste parlé comme je le faisais au bloc opératoire, quand tout dépendait de la clarté. Quand j'ai fini, le président a hoché lentement la tête. Il m'a remercié d'avoir dit la vérité, pas la version édulcorée, pas celle qui aurait été plus facile à entendre pour lui. Il a dit qu'il avait parlé à chaque témoin à la table cette nuit-là, et à la plupart des gens qui avaient envoyé des messages par la suite. Il savait exactement ce qui s'était passé. Il a dit qu'il aurait souhaité que mon père soit honnête dès le début, mais que la peur l'avait poussé à chercher des excuses à la place. Il s'est penché en avant, l'expression sérieuse. Il a dit que le leadership se mesurait à la façon dont une personne traitait les gens qu'elle croyait ne pas pouvoir affecter son avenir. Il a dit que mon père était bon dans son travail, mais que le conseil devait se demander s'il pouvait représenter les valeurs de l'entreprise maintenant, au plus haut niveau. Puis il m'a regardé et m'a dit qu'il voulait savoir comment je souhaitais procéder. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Personne ne m'avait jamais demandé ce que je voulais, en ce qui concernait mon père. Personne n'avait jamais attendu d'entendre ce qui arrangerait les choses pour moi. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit que je ne voulais pas voir mon père démoli. Il avait travaillé trop dur, trop longtemps. Je lui ai aussi dit que je ne voulais pas le protéger des conséquences qu'il avait méritées par ses propres choix. J'ai dit que je voulais les quitter, rien de plus, rien de moins. Le président a de nouveau hoché la tête. Il a dit que c'était exactement ce qu'il espérait que je dirais, parce que l'équité était la norme qu'il avait l'intention d'utiliser. Puis il s'est légèrement déplacé et a regardé vers Ethan. Ethan a soutenu mon regard un instant avant de parler. Il a dit qu'il voulait me remercier à nouveau, non seulement pour lui avoir sauvé la vie, mais aussi pour avoir fait preuve de courage dans une pièce où il était plus facile de se faire petit. Il a dit qu'il parlait avec son père depuis des mois de la création d'un pont entre les mondes médical et militaire, un petit programme de conseil basé sur l'expérience plutôt que sur la politique. Il a dit que, si j'étais d'accord, il voulait que je rejoigne ce programme, non pas comme un geste symbolique,
mais comme quelqu'un dont le jugement et la formation pourraient changer la façon dont les soldats blessés sont soutenus à leur retour. Il a dit que ce serait flexible, que cela respecterait mon travail à l'hôpital, et que cela me donnerait une place à une table où ma voix était nécessaire. Le président a ajouté qu'il voulait aussi me nommer pour un prix médical régional pour le travail en traumatologie d'urgence. Il a dit qu'ils aimeraient faire un don en mon nom à un programme qui fournit un soutien en santé mentale aux vétérans. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, quelque chose de chaud et de lourd à la fois. Toutes les années à travailler dans l'ombre. Toutes les nuits passées seul après une opération, alors que l'hôpital se calmait. Tous les moments où je me demandais si ce que je faisais aurait jamais de l'importance au-delà des personnes sur la table en face de moi. Soudain, on m'offrait un endroit où mon travail n'était pas caché. Il était vu. J'ai dit oui. Ma voix n'a pas tremblé. Le président a souri. Ethan a laissé échapper un souffle que je ne savais pas qu'il retenait. Nous avons parlé un peu plus longtemps, réglant les détails, discutant des prochaines étapes. Quand la réunion s'est terminée, le président s'est levé et m'a demandé s'il pouvait me raccompagner lui-même. En marchant dans le couloir, il m'a dit quelque chose qui m'a serré la gorge. Il a dit que son fils avait failli mourir, et que lorsqu'un père est confronté à la possibilité de perdre un enfant, il n'oublie jamais les mains qui ont maintenu cet enfant en vie. Il a dit qu'il me serait reconnaissant pour le reste de sa vie, peu importe ce que son entreprise ferait ou ne ferait pas. À l'extérieur de la salle de conférence, mon père se tenait près de l'ascenseur. Il devait attendre la fin de la réunion. Son manteau était drapé sur un bras. Ses yeux étaient fatigués. Il a d'abord regardé le président, puis moi. Le président lui a fait un signe de tête poli, puis s'est excusé avec l'assistante. Quand les portes se sont refermées derrière eux, mon père s'est avancé, s'éclaircissant la gorge. Il a dit qu'il avait entendu dire que les choses s'étaient bien passées. Sa voix était hésitante, prudente, comme s'il avait peur de dire quoi que ce soit de trop fort. Il a dit qu'il voulait me remercier d'avoir parlé équitablement. Il a dit qu'il savait que je n'étais pas obligé. Il n'y avait pas de blague, pas d'apitoiement sur soi, juste un homme essayant de dire quelque chose qui ne lui venait pas naturellement. J'ai dit que j'acceptais ses remerciements. Puis je lui ai dit autre chose. J'ai dit que je lui pardonnais, mais que pardonner ne signifiait pas oublier. Cela signifiait que je choisissais d'avancer sans porter le poids du passé. J'ai dit qu'à partir de maintenant, je ne laisserais personne me traiter comme il l'avait fait, y compris lui. Il a hoché la tête une fois, un mouvement petit, presque raide, mais c'était réel. Pour la première fois, il m'a regardé comme une personne, pas comme un miroir qu'il aurait aimé pouvoir réparer. Nous sommes sortis ensemble. La neige tombait à nouveau, légère et douce. Il a ouvert la bouche une fois, peut-être pour dire au revoir, peut-être pour dire autre chose, mais il l'a refermée et m'a fait un autre signe de tête à la place. Je l'ai regardé se diriger vers sa voiture et partir. Le vent a soulevé la neige qui tombait, la faisant tournoyer autour de moi. Je suis resté dans le parking une longue minute, laissant le froid pénétrer mes poumons et la chaleur s'installer dans mes os. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'être pleinement dans ma propre histoire, de ne plus me cacher derrière le silence, de ne plus me faire petite pour que quelqu'un d'autre se sente grand. Je me suis senti vu. Je me suis senti stable. J'ai eu l'impression que la route devant moi était à moi de la choisir. Et en retournant à ma voiture, je savais exactement ce que je voulais dire à quiconque s'était déjà senti petit dans sa propre famille. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop, ou pas assez, pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci, le silence peut être une force, et la vérité peut être la plus retentissante des revanches. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous, et d'où vous écoutez.